Bonjour à tous, on se retrouve pour une émission de sujets de société qui concerne tout le monde, le sommeil. Tout le monde en a besoin, tout le monde est en manque de sommeil. On va vous donner dans cette émission les points clés pour avoir un meilleur sommeil. Pour ça, Pierre Bucchini a réuni sa Dream Team et on aura les éléments essentiels pour améliorer son cadre de vie par rapport à ce phénomène sommeil. Cette émission existe grâce à l'association Studio Phocéen, donc n'hésitez pas à la soutenir. On est parti. La vidéo que vous regardez existe grâce à l'association non lucrative Studio Phocéen. Pour remplir sa mission, l'association reçoit des dons et propose une boutique associée à la chaîne. Tous les bénéfices sont réservés pour la création de contenus vidéo. Le lien est disponible en description de la vidéo. Nous comptons sur vous, jeunes abonnés solides. On accueille un nouveau venu, c'est Morgane. Morgane, bonjour et bienvenue. Bonjour. D'accord. Donc, avant de lancer cette affaire, je te laisse te présenter rapidement pour que nos internautes te connaissent. Oui, je m'appelle donc Morgane Aldo, j'ai 29 ans, je suis médecin généraliste, j'ai un diplôme universitaire de médecine du sport. Et pour faire la continuité avec ma pratique, donc je me suis vraiment intéressé aux différents déterminants qui constituent une bonne santé, et parmi lesquels donc la nutrition, l'activité physique et pour moi le grand oublié, celui dans lequel on n'entre que rarement dans les détails, c'est le sujet d'aujourd'hui, le sommeil. Et j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle donc la formule du sommeil, disponible sur Amazon. Je l'ai juste là. Ah, remonte-le encore une fois parce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Comment, pardon? Remontre-le. La formule du sommeil. Ben écoute, c'est parfait parce qu'en plus, tu viens d'annoncer le sujet. Donc, tu m'as devancé. Merci beaucoup. Donc, le sujet est lancé. Donc, cette émission sera orientée sur le sommeil. Donc, comme on le sait bien, le sommeil, c'est pour les enfants, c'est un facteur essentiel du développement de la croissance, de leur développement physique, psychologique. Et bien sûr, dans toutes les étapes de la vie, c'est essentiel, c'est un déterminant de la récupération, de le bien-être, de pouvoir être plus performant. Et c'est bien souvent ce qui manque avec l'activité physique d'aujourd'hui et l'activité professionnelle. On est tous en manque de sommeil. Et vous êtes là tous pour nous donner votre expérience et vos points d'analyse. Pierre, je te laisse nous présenter rapidement les cheminements de cette émission. Alors, oui, voilà, on va partir sur le thème du sommeil, qui est toujours lié au domaine du sport, hein, puisque ce qui nous pilote évidemment, c'est le thème du sport. Et dans ce thème, le sommeil fait partie des ingrédients à ne pas négliger. Donc, Christophe, Élodie et puis Morgane et toi, voilà, allez évidemment nous donner aussi vos propres points de vue. On va vraiment partir sur les grandes étapes du sommeil, on va analyser les différents environnements, on va essayer de comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, ce qui est vraiment recommandé, et puis on va surtout essayer d'apporter des informations qui, d'une manière générale, vont venir croiser tout ce que nos chers internautes pourraient avoir en tête comme question à nous poser. Voilà, on va essayer d'être au plus près de ce que chacun d'entre nous peut être amené à rechercher, en fait. Donc, on va commencer sur les premiers points essentiels, voilà, qui sont à amener à nos chers petits. Donc, je vais être amené donc à passer le flambeau à Élodie, qui elle, voilà, vous le savez. Merci. C'est le beau soleil de Nantes. Ouais, elle dort bien, Élodie, donc elle va nous donner plein d'infos pour démarrer. Élodie, vas-y, je te laisse la parole. Donc, vous avez tous Bonjour un super... à tous. Ah, je t'ai coupé, excuse-moi. Vous avez tous un super fond derrière. Vous avez vu le fond derrière moi? Donc, moi, je suis avec la production Saint-Georges. Ça fait 48 heures que je suis séquestré, enfermé et que je suis limite en esclavagisme. Salle d'interrogatoire d'Europe de l'Est. Bon. Donc, le sujet d'aujourd'hui, après, je te donne tout de suite la parole, Élodie. Le sujet d'aujourd'hui, le sommeil, moi, m'intéresse beaucoup parce que je suis un très mauvais exemple sur le sommeil. Voilà, donc vous me donnerez les tranches d'âge importantes, mais ce que je sais, donc pour ma part, c'est que pour un athlète, il lui faut 8 à 10 heures de sommeil par tranche de 24 heures. Donc soit en une complète, soit couplé avec une petite sieste. Et bien évidemment, donc, on ne les a jamais. Moi, je ne les ai jamais. Ce qui est contrariant, vraiment très contrariant pour une activité sportive, pour être en quête de performance.
parce que ça va limiter bien sûr les facteurs de récupération. Et je n'ai jamais ce quota au compteur, je m'endors très tard, je me réveille, je ne sais pas pourquoi, donc je suis toujours en manque de sommeil. Donc je suis très intéressé par tout ce que vous allez pouvoir nous apporter aujourd'hui. Donc Élodie, c'est à toi. Alors, toujours Élodie, assistante maternelle et réflexologue. Donc moi, voilà, je prends toujours soin des tout petits de 3 mois à 3 ans, pour lequel le sommeil est un besoin fondamental. Là c'est vraiment la base pour eux. Complètement. Il faut savoir dès l'arrivée au monde, un petit dort en moyenne entre 16 et 18 heures, quand même, sur une journée de 24 heures. Il mange, il dort, il mange, il dort. Mais cette arrivée au monde, c'est quand même une performance en tant que telle. On passe d'une petite bulle au chaud dans le ventre de maman à la découverte de l'extérieur. Le son, les lumières, le froid, le chaud, on le touche, vêtements, sensations. C'est juste un tsunami. C'est juste un tsunami d'informations qui lui arrive en pleine figure. D'où la nécessité de ce sommeil pour pouvoir acquérir tout ça, pour acquérir les compétences motrices, pour acquérir compétences cognitives et psychologiques. Voilà, l'hygiène de sommeil très importante chez le tout petit. Malheureusement, c'est tellement beau. On aimerait qu'il dorme et tout parent pourrait se reposer, mais non. Dans le sommeil chez le tout petit va aussi il y avoir pas mal de petites perturbations, de petits soucis. Ouais, voilà. Faut savoir que le sommeil, donc il est inné, mais il faut quand même l'accompagner. L'enfant a besoin d'un cadre, il a besoin d'être guidé pour adopter des bonnes habitudes de sommeil. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, que c'est inné, mais qu'il faut qu'il soit accompagné. C'est une très belle... c'est presque un proverbe, voilà. Voilà. C'est super important pour lui. Il faut lui apporter des routines, il faut lui apporter un rythme, un environnement serein, calme. La plupart du temps, on essaie. Et justement, le problème qui va résoudre d'un manque de sommeil, c'est Morgane qui les connaît bien. Qu'est-ce qui peut arriver à nos tout petits lorsqu'ils luttent contre le sommeil par peur d'angoisse? Moi, par exemple, dans mon activité, on a des chambres où les petits sont regroupés à plusieurs et certains ne supportent pas dormir avec d'autres. Voilà, un non-respect du rythme aussi. Moi, je peux installer un rythme en semaine et le week-end parce qu'il y a une fête, parce qu'il y a quelque chose à faire. Le rythme ne va plus être respecté. Voilà, donc ça engendre pas mal de petites difficultés chez le tout petit et je pense que Morgane est le mieux placé pour répondre à tout ça. Oui, effectivement, en fait, donc il y a la période d'éveil qui est un état de réception des informations et la période de sommeil, c'est un état d'intégration de ces informations. Et lorsque donc on manque de sommeil, on n'arrive pas à intégrer correctement toutes ces informations donc sur le monde environnant. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, le sommeil, comme on l'avait bien dit, en fait, quand on est enfant, c'est la période où on va se développer cérébralement, neurologiquement, on va acquérir toutes les acquisitions. Et donc, un problème de sommeil chez les enfants peut effectivement se traduire par une diminution dans les retards, un retard dans les acquisitions, dans tout ce qui va être lié justement à ces étapes de maturation du cerveau. Et lorsque ça se poursuit à l'enfance et à l'adolescence plus tard, c'est pourvoyeur d'un certain nombre de pathologies. Voilà, donc si je comprends bien, la question donc sous-jacente en plus, c'est comment est-ce qu'on fait pour bien faire dormir son enfant? C'est normal qu'au début, un enfant ne dorme pas correctement. Vous savez que ce qui détermine le fait qu'on soit éveillé et ce qu'on dorme, c'est l'horloge biologique, le rythme circadien. Et au même titre que dans le cerveau, il y a besoin d'une maturation, cette horloge, elle a besoin d'être maturée. Et cette maturation, elle ne commence pas avant les 3 premiers mois. C'est pour ça que les pleurs d'un enfant, les réveils sont un peu anarchiques. Il dort le jour, la nuit, ça paraît un petit peu anarchique. Et petit à petit, ça se met en place. Ça peut durer jusqu'à la première année. Donc déjà, c'est normal, le fait qu'un enfant ne dorme pas correctement et de façon un petit peu anarchique. Ce qu'il faut pour favoriser le sommeil d'un enfant,
déjà, c'est ne pas, ça peut paraître contre-intuitif, mais ne pas trop être auprès de lui pour le rassurer. Il faut qu'il apprenne à se rassurer tout seul. Donc, un enfant qui se réveille et qui va pleurer, il ne faut pas accourir tout de suite. Il faut le laisser pleurer un petit peu avant de... C'est très important là ce que tu présentes parce que pour les jeunes mamans qui sont, comme tu viens de le décrire là, qui accourent dès que le bébé y pleure, ça peut être des éléments très importants que tu donnes. C'est un peu le principe de la maman poule, entre guillemets, qui va surprotéger son enfant, alors qu'il faut qu'il apprenne à se débrouiller tout seul. Et ben, c'est vrai pour le sommeil et ça commence très tôt. Voilà, et l'enfant, il va avoir des peurs vis-à-vis du sommeil en termes de solitude, de séparation, de peur du noir. Et il faut qu'il apprenne à se rassurer tout seul. Un enfant qui pleure, il se fatigue, et au bout d'un moment, il dort. Il finit par dormir, par la fatigue. Et ça, c'est autant d'éléments qui font que justement, après, il arrive à s'endormir tout seul et à régler son sommeil rapidement. Un enfant également, donc pour favoriser la maturation de son horloge biologique, il faut qu'il s'expose aux différents, comme on dit, les synchroniseurs du rythme de l'horloge biologique. Donc le plus important, c'est le soleil. Exactement comme pour nous. Nous, il faut qu'on ait des biorhythmes contrastés, c'est-à-dire le fait de s'exposer au soleil la journée et d'être dans l'obscurité le soir et dans le noir la nuit. Pour un enfant, c'est pareil. Ça va favoriser le fait donc de maturer son horloge biologique. Voilà. J'aurais aimé savoir ça il y a 10 ans, moi, parce que quand mes petites puces, elles pleuraient, j'accourais direct. Et c'est hyper déculpabilisant, je trouve. Oui, non, pour une maman d'entendre ce que tu dis, parce que on est tellement... Alors, je dis maman parce que je suis une femme, hein, mais je pense au papa aussi. C'est tellement dur. On pense qu'il faut tout de suite intervenir et qu'il faut tout de suite... Si on n'intervient pas, c'est qu'on est des mauvais parents. Voilà. En vérité, non. Alors, jusqu'à un certain stade, hein, il faut pas non plus que l'enfant soit totalement livré à lui-même. Élodie, tu n'as plus qu'à refaire des enfants pour confirmer ça, pour rattraper. Alors, pour la petite histoire, les miennes ont fait leur nuit à 3 ans toutes les deux, sachant qu'elles ont 2 ans de différence, donc je vous laisse calculer le nombre d'années que j'ai eu sans sommeil. Tu n'as pas dormi pendant 5 ans? C'est pour ça que je suis assistante maternelle. Je m'occupe le jour et je dors la nuit. Ça me va, c'est bon. Ouais, donc en fait, le sommeil, effectivement, hein, donc c'est l'élément de base donc, pour le développement des enfants. Mais on le retrouve aussi après à n'importe quelle tranche d'âge, hein, que ce soit les adultes ou les personnes âgées. Parce que quand on est en manque de sommeil, même pour un adulte, il y a un décrochage au niveau de la lucidité. Et c'est souvent là qu'on va intervenir dans les formations un peu militaires où on veut emmener les gens au bout de leurs limites. On va jouer sur le sommeil. Et quand quelqu'un manque de sommeil et qu'on rajoute plusieurs activités à côté, tout de suite on se rend compte qu'on n'a plus la même personne et qu'on n'a plus les mêmes capacités. Il va falloir gérer ça. Mais donc le sommeil, effectivement, a un lien direct sur la lucidité, c'est-à-dire le physique et le psychologique. On n'est plus tout à fait pareil. Donc merci pour l'intervention, Morgane, parce que tu as donné des détails vraiment très incisifs, très percutants. Et je pense que beaucoup de monde pourront se raccrocher à ça, parce qu'il y a vraiment des éléments très très précis. Et je crois que c'était Christophe. Donc Christophe, toi, tu as une bonne analyse là-dessus et tu as beaucoup d'éléments à nous donner. Ouais, alors moi je suis donc un petit peu après Elodie, je suis instituteur et animateur sportif aussi. Mes élèves, ils ont 10 ans en moyenne, donc ils sont en plein développement physique donc, et personnel. Énormément besoin de sommeil. Voilà, énormément de besoin de sommeil. Et moi, je me rends compte du coup tous les jours dans mon métier que les capacités d'apprentissage d'un individu, d'un élève, sont liées à son état physique et surtout à son état de fatigue. Et certains enfants ont des écrans dans leur chambre, d'autres font du sport parfois de manière presque intense, peut-être trop. Ou alors, à l'opposé, complètement, ils ne sont pas stimulés physiquement et ça se ressent dans la faible énergie qui les porte et dans l'effort à fournir. Et donc, j'ai eu du mal à choisir une situation problématique à faire éclairer par Morgane. Donc, j'en ai choisi 2. Et ces 2 situations que j'ai rencontrées cette année, d'une part, un enfant qui se couche trop tard parce qu'il regarde son écran de manière presque addictive. Dans ma classe, il y a 19 enfants sur 26 qui ont un écran dans leur chambre. Et donc ça, c'est la première situation. Alors, quand tu dis écran, tu comprends tout, hein, c'est-à-dire de la télévision à la tablette, au téléphone. Exactement. Tu inclus tout dedans.
C'est ça. Mais dans tous les cas, quel que soit l'écran, les parents n'ont pas vraiment le contrôle dessus, et notamment sur l'heure à laquelle ça s'éteint. Et on est, Donc voilà. excuse-moi, mais c'est vrai que là, tu rejoins de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, que les écrans sont néfastes pour le sommeil. Absolument, oui. Quel que soit quelle que soit la tranche d'âge où l'on se situe au cours de sa vie. Absolument. Mais je pense que plus c'est tôt, plus il y a un risque de développement d'un comportement presque addictif, et donc vraiment d'aggravation Ça, c'est important, de cette emprise qu'a l'écran sur notre sommeil. Donc ça, c'est la première situation. Et donc, je voulais demander à Morgane, dans ce cas de figure, quelles étaient les conséquences le lendemain sur l'attention, sur la disponibilité de l'élève. Et puis, il y avait aussi un deuxième cas de figure, et ensuite, je te laisse la parole, Morgane, d'un enfant qui s'investit tellement dans le sport qu'il en fait de manière vraiment intensive, qui double ses entraînements, qui fait du renforcement musculaire le soir avant de se coucher, etc. Et je me posais la question, dans ce cas de figure, un petit peu à l'opposé du premier, quelles étaient les conséquences sur son sommeil et sur sa croissance aussi. Voilà. Alors, vis-à-vis des écrans, effectivement, bon, ça, on n'apprend rien à personne en disant qu'à tous les âges de la vie, comme tu l'as bien dit, Gérald, c'est néfaste vis-à-vis du sommeil. La première raison étant que la lumière qui est renvoyée par les écrans, c'est la fameuse lumière bleue, qui correspond en fait au spectre de lumière qui est renvoyé par le soleil lorsqu'il est à son zénith. Ça envoie un signal comme si l'écran disait au cerveau « il est midi ». Et quand il est midi, c'est pas l'heure de dormir en général. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, les écrans sont l'une des raisons, hein, mais la plus importante pour laquelle les écrans constituent un problème donc vis-à-vis du sommeil. Et l'une des astuces qui peut être utilisée, alors la principale évidemment, c'est celle d'arrêter les écrans au minimum 1 heure avant de dormir, idéalement 2. Mais bon, il vaut mieux faire la limite inférieure qui est celle la plus pratique, donc au moins 1 heure avant de dormir. Et la deuxième, c'est à défaut, et même qui peut être utilisé dès la fin d'après-midi, c'est les filtres à lumière bleue. C'est un pansement, c'est mieux que rien. Donc en gros, c'est des applications sur le téléphone qui vont filtrer la lumière bleue et qui vont donc donner une teinte plus jaune-orange à l'écran. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et ça, effectivement, donc ça empêche, ça ralentit donc la latence d'endormissement. On met plus de temps à s'endormir parce qu'on a une stimulation visuelle. Il faut savoir que la stimulation visuelle, c'est le premier, comme je parlais tout à l'heure de synchroniseur, c'est le premier synchroniseur qui a le plus d'impact sur le sommeil. On pourra parler de plein de stratégies possibles. Le plus important, l'une des plus importantes, c'est l'exposition à la lumière. Donc le fait de tamiser les lumières le soir, le fait de pas mettre, de réduire la lumière autant que possible, mettre les filtres à lumière bleue, éviter les écrans. Donc ça ralentit l'endormissement et ça peut favoriser la fragmentation du sommeil en deuxième partie de nuit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sommeil, une fois qu'on s'endort, qui est totalement linéaire, on va se réveiller, on va se rendormir, on va se réveiller, on va se rendormir, et ça donne un sommeil qui n'est pas réparateur. Et la conséquence de ça, effectivement, ça donne le lendemain des enfants qui sont pas concentrés, qui sont turbulents et qui peuvent avoir du coup un moindre niveau intellectuel. Hein. Il y a un livre qui en parle bien qui s'appelle La fabrique du crétin digital. On essaie de vendre les écrans comme si c'était comme si ça améliorait les réflexes. Oui, effectivement, on aura comme le nom l'indique, des crétins avec des potentiellement bons réflexes, mais ils resteront crétins pour autant. Donc non, pas du tout une bonne idée, effectivement. La deuxième question, vis-à-vis du fait d'en faire trop, bon, là, on n'est plus vraiment dans le sommeil, le fait d'en faire trop, parce que ça augmente le risque de blessure, ça c'est plutôt le sujet du sport, mais vis-à-vis du sommeil, l'activité physique régulière et augmentée, elle favorise un sommeil plus récupérateur, c'est-à-dire par une proportion en sommeil profond plus importante. Ça, c'est notamment chez l'adulte, hein, je fais le parallèle avec l'adulte, c'est-à-dire qu'une activité physique permet de mieux dormir parce que ça force le corps à mieux récupérer. Voilà, c'est un moyen de pression supplémentaire sur le fait d'avoir un bon sommeil. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait donc pour
pour un enfant, là, bon, après, c'est des questions éducationnelles, hein, ça, c'est les parents. Effectivement, il y a toujours le côté addictif dans les écrans. Et ça, je pense qu'avec un enfant, il faut être intransigeant. Ça, après, comme je dis, c'est plus le sommeil, c'est l'éducation. Et il faut quand même tenir compte, donc toi, tu es avec des enfants qui ont 10 ans, ils vont bientôt être adolescents. Il y a chez notamment les adolescents ce qu'on appelle un retard de phase. C'est-à-dire que les adolescents, naturellement, ont leur besoin de sommeil décalé vers l'arrière par rapport à l'adulte. C'est-à-dire que lorsque nous, on va ressentir le besoin de sommeil vers 22, 23 heures pour se lever entre 7 et 9 heures, grosso modo, en fait, l'adolescent, lui, il aura plutôt besoin naturellement de s'endormir plus tard, donc vers minuit, pour se lever vers 10 heures. Donc, c'est normal, quelque part, que l'enfant, lorsque lui, on lui demande de se mettre au lit à 20 heures, 21 heures, en fait, qu'il n'y arrive pas. Enfin, l'enfant, l'adolescent. Et on voit le problème du manque de sommeil d'un enfant qui n'arrive pas à s'endormir à la même heure que nous pour se lever, par contre, à la même heure que nous. C'est comme si nous, on demandait de dormir, j'exagère, hein, à 19 heures pour se lever à 4 heures du matin. On se rend compte que c'est compliqué. Donc, la stratégie à ce moment-là, c'est autant que possible de compenser par la pratique de sieste. La sieste, donc tout à l'heure, Gérald, tu disais comment est-ce qu'on fait en gros pour conserver autant que possible une bonne énergie lorsqu'on est en situation de manque de sommeil. C'est valable pour tous les âges de la vie, c'est la sieste. La sieste c'est presque, pour utiliser un mot à la mode, un hack en termes de sommeil. C'est-à-dire qu'en 30 minutes, on peut avoir non seulement un regain d'énergie, mais dans une moindre mesure contrebalancer les effets néfastes en termes de santé qui sont induits par une diminution du temps de sommeil. C'est-à-dire que le temps de sommeil augmente tout un tas de maladies, par exemple cardiovasculaires, et le fait de faire une sieste de façon répétée qui dure entre 20 et 30 minutes permet de diminuer ce risque cardiovasculaire et donc de diminuer un certain nombre de pathologies. Puis la sieste, c'est très très récupérateur. C'est conseillé pour toute activité sportive. Un athlète a la sieste au compteur de prévu. Ça fait partie des activités. Tout à fait, oui. Ouais. Est-ce que je peux en profiter pour poser une question ? Ah, bien sûr, vas-y Pierre. Parce que la discussion là part vers un point que je voulais identifier avec toi, Morgane. Désolé. Tu expliques que la sieste permet justement de récupérer ou de pallier en tout cas à un déficit de sommeil, un manque de sommeil régulier ou de qualité. Par rapport à tous les étudiants que je peux avoir et d'autres personnes que je peux accompagner aussi, je me rends compte que les exercices de respiration, de relaxation que je leur apporte favorisent aussi justement ces déficits de sommeil, enfin améliorent plutôt la récupération par rapport à un déficit de sommeil. Et qu'est-ce que toi tu penses qu'est-ce que tu conseillerais ? Est-ce que tu dirais qu'une sieste est vraiment à favoriser, ou est-ce que tu dirais que mélanger avec de la respiration, de la relaxation, enfin comment tu envisages, qu'est-ce que toi tu dirais en tant que médecin, voilà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui se dirait bon, j'arrive pas à dormir régulièrement comme je le voudrais, je suis en manque de sommeil parce que dans mon environnement je ne peux pas trop tout maîtriser. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je fasse des siestes, est-ce qu'il faut que je fasse des respirations, je sais pas moi, de la cohérence cardiaque par exemple, ou est-ce qu'une bonne séance de relaxation régulièrement a un meilleur intérêt, voilà, qu'est-ce que toi t'en penses ? Alors, tout ce qui se rapporte à la relaxation ne compense pas le sommeil. Ce sont deux choses différentes. En revanche, elles peuvent s'associer. Et c'est montré que faire des exercices de relaxation comme la cohérence cardiaque, donc des exercices de respiration, le fait d'y associer de la méditation de pleine conscience, le fait donc de se concentrer sur l'instant présent, permet d'accélérer l'endormissement lorsqu'on pratique la sieste. Donc, elles s'associent parfaitement, effectivement. Et en fait, il faut considérer, donc il y a un certain nombre de personnes qui disent je n'arrive pas à faire la sieste correctement parce que c'est pas une pratique qui est innée chez moi. Je pense que exactement comme pour le sommeil, les personnes qui ont de l'insomnie, il faut distinguer l'objectif, il faut essayer de s'en séparer de l'objectif de réussir à dormir, réussir à faire la sieste, et plutôt de considérer ça presque comme un jeu. Je passe un moment, un mois, adviendra ce qu'il adviendra, je dors pas, c'est un moment qui m'appartient. Je l'accepte tel qu'il est. Et ça, c'est typiquement la définition justement de certaines
technique de relaxation et qui favorise l'entrée dans la sieste. Et plus on le pratique exactement comme n'importe quoi, en l'occurrence la sieste, exactement comme la cohérence cardiaque, la méditation, la culture de l'acceptation, plus on y arrive. Voilà. Donc moi, c'était pas du tout inné chez moi la sieste. Au début, il fallait absolument que je dorme. Au bout d'une demi-heure, j'avais les yeux encore bien grands comme ça. Et plus je pratique, plus je me prends au jeu. Et en fait, plus j'y arrive, quoi. Aujourd'hui, je peux faire des siestes. Mais là, ce que tu viens de souligner est vraiment très très important, c'est que les exercices de relaxation, en fait, c'est une association importante ou même voire parfaite pour avoir un meilleur sommeil. Mais en aucun cas, ça remplace le sommeil. Exactement, ça ne remplace pas. Le sommeil, c'est une modification de la conscience en termes d'activité cérébrale et qui est donc la définition des processus de récupération. Tout ce qui est relaxation, c'est le fait de diminuer la tension en soi. Vous savez, on schématise, pour schématiser, il y a le système sympathique, parasympathique, celui de l'action et celui plutôt du repos. Et essayer de vous endormir immédiatement après avoir fait un trail ou une séance de musculation, c'est pas possible parce que tous les compteurs sont au rouge. Donc la relaxation, elle permet de faire cette transition-là, de la favoriser, tout simplement. Mais elle ne la remplace pas. Bon. Et d'ailleurs, pardon Gérald, juste une chose, pour toutes les personnes qui pratiquent la relaxation, on se rend compte que pour les personnes qui y viennent pour la première fois ou qui pratiquent de manière totalement irrégulière, facilement, ils basculent dans le sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent sur une relaxation et parce qu'ils sont très fatigués, ils s'endorment. Et il m'est arrivé de devoir réveiller des personnes en séance de relaxation parce que la séance était finie et je ne pouvais pas rester dans la pièce avec elles parce qu'il fallait bien passer à autre chose. Donc, être amené à réveiller des personnes, et ça, c'est très, très inconfortable parce que réveiller quelqu'un qui est en profond sommeil parce qu'il est complètement parti, quoi, c'est très désagréable et inconfortable pour celui qui doit réveiller, mais alors surtout pour celui qui doit être réveillé parce qu'en fait, c'est pas très bénéfique à la récup. Si par les exercices de relaxation, tu as emmené les gens à une sieste profonde comme ça, c'est que les exercices ont été vraiment bénéfiques et très bien emmenés. Parce qu'en fait, c'est le Saint Graal lorsque, à l'issue de ces exercices, les gens peuvent s'endormir. Ouais, parce que moi, je pars sur un scan corporel, en fait. Je pars soit des pieds, soit de la tête. Et puis, je demande à la personne d'écouter ma voix. Moi, j'ai une routine, en fait. Et je balaye progressivement toutes les zones du corps. Et l'idée, c'est d'amener la personne à détendre. Et en fait, comme un plongeur, en fait, qui part en plongée. Et si tu n'as pas l'habitude, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu dors. Parce que tu relâches tellement que tu… Bon, donc, de toute façon, on est tous parfaitement d'accord pour dire que le sommeil, c'est irremplaçable. C'est dogmatique, hein, il faut dormir pour tous les facteurs de la vie inhérentes. Et on peut y associer, comme vient de le souligner Morgane, que les exercices que propose Pierre, par exemple, c'est une parfaite association d'une meilleure qualité de sommeil. Tout à fait. Je voulais juste rajouter quelque chose, simplement pour finir là-dessus. Lorsque, en consultation, donc c'est un motif très fréquent de consultation, celui de l'insomnie, lorsque j'évoque les exercices de respiration et les exercices de méditation, fréquemment, je vois la déception dans le regard du patient, parce qu'il en a déjà entendu parler et il le sait. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Les choses qui marchent, ce genre de choses fonctionnent, mais il faut la pratiquer. C'est exactement, pour dire quelque chose qui va parler à tout le monde, c'est comme quand on entend des gens qui disent « Moi, je ne fais pas d'activité physique, je ne fais pas de sport parce que j'aime pas ça ». Mais en fait, il faut pratiquer l'activité physique sur une certaine durée pour enfin pouvoir commencer à en ressentir le bienfait avec la sécrétion d'endorphines. La toute première fois qu'on fait une séance de sport, lorsqu'on n'en a pas l'habitude, c'est juste désagréable, c'est horrible. Mais plus on pratique, plus on y arrive. Et ben avec les exercices de relaxation comme la méditation, c'est pareil, c'est la même chose. Il faut pratiquer. C'est que le fait donc des patients qui viennent et qui disent je n'arrive pas à dormir, et pour eux l'objectif final, c'est de dormir. Et ici, j'arrive pas à dormir, il faut accepter le moment présent. Et cette acceptation, c'est quelque chose qu'on entend,
mais qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment, à s'en imprégner tant qu'on n'a pas pratiqué. Donc voilà, c'est pour les gens qui entendraient ça maintenant, ils disent, bah oui, je le sais, j'en ai déjà entendu parler, la méditation. Et pour une large partie de personnes, ils ne le font pas parce qu'ils trouvent ça un petit peu nul, ils ont essayé une fois ou deux, ça n'a pas fonctionné. C'est la répétition qui fonctionne, c'est la répétition. On en revient aux fondamentaux, hein. C'est de l'entraînement, c'est une forme d'entraînement. C'est comme quelqu'un qui va apprendre à nager, il ne saura pas forcément nager au bout de 3 ou 4 séances, hein. Il va en falloir plusieurs avant de maîtriser la nage. Et c'est un peu pareil pour ces exercices de méditation. Il faut une pratique, il faut un bon maître nageur aussi. Donc c'est sûr que quand il y a Pierre aux commandes qui emmène les gens correctement, ça peut qu'accélérer le processus et leur faire profiter. Et parce que les gens qui viennent te voir, Morgane, certainement, ils veulent la formule magique ou le produit magique qui permet de s'endormir directement et que ce soit hyper réparateur. Ah oui, ça c'est clair. Il y a une pression assez incroyable, hein, en général de la part des patients qui veulent dormir sur commande, donc avec une pilule. Et lorsque je leur dis que ces pilules, ces somnifères sont à double tranchant, parce qu'ils exposent à un certain nombre de risques, par exemple la dépendance, on peut avoir une augmentation de mortalité sous les somnifères. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce que c'est plus facile de prendre une pilule pour dormir, on n'en parle plus, plutôt que d'avoir à méditer, à faire de l'activité physique, à faire attention à son utilisation d'écran. Mais pourtant, c'est ça qui fonctionne. C'est comme quelqu'un qui viendrait pour perdre du poids. Est-ce que c'est mieux de lui donner une pilule qui va lui faire perdre du poids en espérant que ce soit magique ou d'apprendre correctement toute l'hygiène nutritionnelle? Pour moi, la réponse est claire. Ah, la parallèle est très très bien là, entre le régime alimentaire et vouloir dormir. Ouais, bien sûr, il y a des phases à passer. Mais ça rejoint complètement entre Pierre et toi. Là, ça vous permet d'avoir une association qui est quasi parfaite parce que pour le sommeil, il faut de la méditation un peu avant au préalable. Et pour pouvoir faire cette méditation correctement, il faut y être correctement emmené. Parce que bien souvent, les gens tout seuls ne savent pas le faire ou alors ça ne marche pas, donc ils laissent tomber de suite. Mais d'où l'importance, comme un coach sportif en fait, hein, quelqu'un qui démarre le sport sans avoir de connaissances, il ne sait pas trop comment s'entraîner. Et en fait, quand il y a un coach derrière lui qui le conseille, qui le guide, qui l'accompagne dans les séries, les répétitions et les temps de récupération, bien sûr, c'est beaucoup mieux emmené et il peut progresser évidemment plus vite. Si je peux intervenir avec ma casquette de réflexologue, ce que j'ai pu constater, moi, alors tout à fait, hein, au niveau du sommeil, c'est un accompagnement. Mais j'ai rencontré souvent cette peur de l'abandon. Dormir, c'est ne plus contrôler. Je m'abandonne, je lâche. Et je vois au fur et à mesure des séances, comme tu disais, Morgane, que c'est la répétition qui font que les personnes lâchent, se détendent et se permettre d'accéder vraiment aux soins total et à l'endormissement. Et c'est fou ce que ce sommeil peut apporter comme peur, aussi bien chez les tout-petits que les problèmes que je peux rencontrer chez les tout-petits, mais chez les adultes. J'ai plein d'adultes au début qui, pendant les consultations, sont les yeux rivés au plafond, puis ça lâche pas. Ça lâche pas. Ils luttent contre le sommeil. Et en fait, au fur et à mesure des séances, ça lâche. Et là, vraiment, ils profitent du soin. Et je trouvais ça... ça me faisait penser au tout petit, au contrôle, la perte de contrôle. Et toi, Élodie, qu'est-ce que tu penses du sport pour le sommeil? Ah, alors tu sais qu'on dit qu'un petit de 3 ans dépense l'équivalent énergétique d'une personne qui fait un marathon dans sa journée. Tellement il est speed et qui bouge partout. Pour moi, le sport, c'est très important, comme expliquait Morgane, pour le côté défoulement physique. Voilà, qui entraîne la fatigue. Par contre, moi, je me rends compte, parce que je ne vous ai pas dit, messieurs, mais j'ai couru mon premier trail de 43 km avec 1700 mètres de dénivelé. Oh oui, bravo. Finisher. 43 j'ai mis 7 km pour tout faire, dont 20 minutes de pause au ravito, parce qu'il fallait boire quand même un petit peu. Ouais. Tu l'as fait où, ce trail ? Tu l'as fait où ? Je l'ai faite à Volvic, pendant le pont de l'Ascension, là, fin mai.
Ah, bah, félicitations. Voilà. Donc, je suis super contente. Et justement, par rapport aux entraînements que je pouvais effectuer, comme je travaille jusqu'à 18h30, j'allais courir après. Mais du coup, pour m'entraîner, il me fallait des longues séances quand même sur la fin. Donc, je partais sur 2 heures, 2h15. Et je rentrais tard à la maison. Et là, je rencontrais justement ce problème de sommeil. Ce problème de sommeil ? Voilà, avec la température du corps. Voilà, c'était fichu. Je ne m'endormais pas avant minuit et demi, 1h. Voilà, alors ça, je pense que Morgane, il peut expliquer pourquoi. Effectivement, en fait, l'activité physique augmente ce qu'on appelle la pression d'éveil, c'est-à-dire le niveau d'éveil qu'on va avoir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'idéalement, il soit fini pas trop tard avant le moment du coucher. Idéalement, on aime bien dire qu'il faut essayer de respecter 4 heures, allez, 3-4 heures, entre le moment où on va finir son entraînement physique et le moment où on va dormir. Et que idéalement, il ne faudrait pas que celui-là, que cet intervalle retarde le moment d'endormissement. Il faudrait que ça coïncide. Dans les faits, évidemment, lorsqu'on a sa journée de travail et qu'on veut s'entraîner derrière, c'est difficilement praticable. Mais voilà, c'est pas si surprenant le fait que tu n'aies pas réussi à t'endormir correctement. Et il faut nécessairement laisser un temps. En fait, ce temps, si tu ne le respectes pas, le corps le respectera à ta place. C'est pour ça que tu as du mal à t'endormir. Voilà. Donc, par rapport au sommeil et au sport, il faut savoir que une bonne activité, un bon niveau de sommeil permet d'améliorer l'optimisation de d'améliorer le gain en termes de sport, parce que ce qui permet donc d'avoir un bon niveau en termes de sport, c'est d'avoir des bonnes hormones. Et en termes de sommeil, par rapport au sport, il y a 2 hormones importantes, c'est l'hormone de croissance et, chez les hommes essentiellement, la testostérone. Et ces 2 hormones sont favorisées par un bon sommeil. L'hormone de croissance connaît un pic qui est inégalé en dehors du sommeil profond. Donc, il survient au moment du sommeil profond. Ça, c'est la première partie de nuit, entre, grosso modo, 22h et 3h du matin. Donc, il faut avoir un sommeil à ce moment-là. Si on n'a pas de sommeil à ce moment-là, on n'aura pas le pic en hormones de croissance qui favorise la réparation tissulaire et la croissance musculaire. Et au contraire, c'est plutôt le sommeil de deuxième partie de nuit, le sommeil qu'on appelle paradoxal, le sommeil des rêves, qui favorise la concentration en testostérone. Et il est montré que des personnes qui, par exemple, se lèvent trop tôt, donc qui vont amputer dans leur sommeil dans leur temps de sommeil les phases de sommeil paradoxal, ils peuvent connaître une diminution de testostérone qui peut aller jusqu'à un niveau de 10%. 10%, ça peut paraître pas grand-chose parce qu'il reste 90%, mais en vérité, c'est énorme. C'est ce qui va faire la distinction au sein d'une compétition entre le premier et le dernier. C'est ce qui va faire la différence entre, même dans d'autres choses, un entrepreneur qui va réussir d'un autre qui va échouer, parce qu'en termes d'agressivité, de hargne. Donc voilà, et à l'inverse, un niveau aussi des niveaux de sommeil diminués entraînent des risques de blessures plus importants. On sait tous que, voilà, en termes de continuité musculaire, d'entraînement, pour assurer un bon entraînement, il faut se blesser. Donc, bien dormir diminue le risque de blessure. Et en termes, donc toi, tu as fait du sport aérobie. Oui, pardon, excuse-moi. Vas-y. Morgane, ça me fait penser à une question. Est-ce que tu confirmes, parce que j'entends souvent les gens dire, le candidat-on expliquer qu'il faut arrêter de faire du sport avant 20h, enfin arrêter de pratiquer le sport avant 20h, parce que tu expliques que l'idée c'est d'avoir ce laps de 3-4 heures avant la période d'endormissement, mais je connais pas mal de personnes qui, voilà, comme le disait Elodie, tu finis de bosser, il est 18h, 19h, bon, tu pars à la salle ou tu pars t'entraîner et tu sors de là, il est 21h, 22h, bon. Qu'est-ce que tu penses de ces routines ? Moi, j'ai un point de vue assez pragmatique. C'est-à-dire ce qu'on dit là, c'est des recommandations générales. Maintenant, si on est dogmatique, on est sûr et certain, j'ai mon sport, je finis à 19h, je vais m'endormir à 22h, l'intervalle n'est pas suffisant. Non, moi, je pense qu'il faut essayer de voir ce qui fonctionne pour soi et ce qui ne fonctionne pas. À titre personnel, ça m'arrive, de temps en temps, j'essaie de ne pas dépasser ça, m'arrive de finir mon activité sportive à 20h. Et ben, quand je veux dormir à 22h, j'y arrive. Voilà.
Donc, d'un point de vue purement pragmatique, si ça ne te pose pas de problème, vas-y. Et si tu vois une différence entre si tu fais ton sport à 18h et si tu le finis à 21h, essaye de moduler ton emploi du temps pour faire coïncider ça avec un bon niveau de sommeil. Si ce n'est pas le cas, si ça ne pose pas de problème, à ce moment-là, moi, je suis, voilà, comme je dis, je déteste le dogmatisme. Et là, dernière question, excuse-moi Gérald, et est-ce que tu dirais aussi que s'endormir avant, enfin que les heures d'endormissement gagnées avant minuit compte double? J'avais entendu parler de ça. Alors ça, en fait, ça veut rien dire. Je comprends ce que ça veut dire, c'est que comme ce que je disais au début, on parle de sommeil le plus récupérateur, qui est celui du sommeil profond et qui survient essentiellement en première partie de nuit, de 22h à 3h du matin pour faire une fenêtre large. Et lorsque on se rapproche donc de 2-3 heures du matin, plus la fenêtre de sommeil profond est diminuée. Néanmoins, le sommeil profond permet certaines récupérations qui sont distinctes du sommeil paradoxal et même du sommeil léger. Donc, compte double vis-à-vis de quoi? En fait, ça n'a pas vraiment de sens de dire ça. Voilà. Il y a plus de sommeil profond, mais le sommeil profond a plein de bienfaits que le sommeil paradoxal n'a pas. Et le sommeil paradoxal et le sommeil léger ont des bienfaits que le sommeil profond n'a pas. Voilà. Pour avoir une bonne nuit de sommeil, il faut avoir toutes les phases. Morgane, c'est vraiment super intéressant ce que tu viens de dire là. Je pense que tu vas éclairer beaucoup de monde avec cette annonce-là. Mais donc effectivement, hein, nous on est resté sur des expériences ou sur on dit que les meilleures heures de sommeil se trouvaient. Moi j'ai toujours entendu parler entre 20h et minuit parce que c'était le sommeil profond, et aussi qu'on retrouvait cette tranche horaire dans la journée entre midi et 16h. Qu'on pouvait accéder au sommeil profond par le fait de faire des petites siestes. Mais je crois que dans la logique, ça revient à ce que disait Morgane au départ, c'est l'agencement que l'on va s'attribuer à soi-même, et il faut surtout avoir ce quota horaire qui est très important pour permettre en fait de rentrer dans les phases de sommeil profond et de sommeil ensuite que tu disais paradoxal, c'est ça ? Exactement, oui. Voilà. De façon assez climatique. Donc effectivement, parce que le corps a besoin de toutes ces phases pour récupérer de manière optimale. Et donc en fait, ça rejoint le premier fondement qui dit que pour un adulte normal qui a une activité physique normale ou intensive, il lui faut quand même 8 à 10 heures de sommeil par tranche de 24 heures. Donc l'important, c'est effectivement sur la durée du sommeil. Et Morgane, pour une autre idée reçue ou une idée vraie, je ne sais pas, j'ai fait pas mal de sports de combat et on me disait que donc on terminait nos séances à 21h et on me disait que l'adrénaline qu'on avait dans le corps, ça pouvait nous empêcher de dormir rapidement aussi. Du coup, je voulais savoir à peu près la durée d'élimination d'adrénaline et si ça pouvait vraiment empêcher de dormir. Alors, l'adrénaline, l'adrénaline et la noradrénaline, c'est les neurotransmetteurs qui permettent justement de stimuler le système sympathique, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire celui du système de combat et de fuite, celui de l'action, de l'éveil. Et ça met justement, normalement, 3 à 4 heures à diminuer. C'est pour ça qu'il y a cet intervalle-là dont on parle. C'est pas par hasard. Il faut quand même savoir, il faut le dire, que chez les sportifs entraînés, ce temps peut diminuer. Et ce temps peut être, on en revient même, la boucle est bouclée, diminuée par tout ce qui va favoriser l'activation du système parasympathique, donc tout ce qui va permettre le repos. On parlait tout à l'heure des techniques de relaxation. Ça peut permettre de diminuer, effectivement. Voilà, mais oui, effectivement, les sports de combat, particulièrement par leur niveau d'intensité physique, par leur caractéristiques de combat et de survie, active vraiment à fond les ballons tout ce qui est adrénaline, et il faut lui laisser un temps pour redescendre. Ouais. C'est sûr. Ouais. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, là, je crois que c'est Pierre qui le disait, aujourd'hui, de toute façon, les gens travaillent, donc le sport, ils vont le faire après les heures de travail, et la quasi-totalité des clubs de sport ou de pratique physique, où c'est encadré, se font le soir. Hein. Y a énormément de clubs qui dispensent leurs cours de 19h à 20h30 ou de 19h à 21h. Et effectivement, on tombe après sur des phases de besoin de sommeil qui vont être reportées par rapport au temps, à l'heure où on a terminé l'entraînement. Mais je veux dire de façon, pour pas qu'on comprenne mal ce que je dis, hein, il vaut beaucoup mieux avoir une activité physique qui finit certes
un petit peu tard, qui ne respectent pas exactement ce temps de 3-4 heures, plutôt que de te dire « Ah, mon sommeil prévaut sur tout le reste, je ne fais pas d'activité physique ». On a dit au début que l'activité physique favorise le sommeil profond. Il peut permettre d'augmenter, dans une certaine proportion, le sommeil profond. Donc, même si on parle de ça, qu'on essaye de rentrer dans le détail et dans l'optimisation, il vaut mieux pratiquer une activité physique qui finit un peu plus tard que ce qu'on mettrait sur le papier pour faire beau et avoir une hygiène de vie millimétrée. En pratique, ce n'est pas possible. Donc, il vaut mieux cette activité physique plutôt que ne rien faire. Mais de toute façon, là, les propos que tu as tenus, Morgane, sont vraiment très éclairants et très pertinents. Je pense que tu as vraiment ouvert une voie aux gens qui pouvaient se poser des questions parce que ça a été très précis, parce que tu as vraiment brossé l'ensemble en annonçant, bah oui, il faut faire du sport, les horaires, on peut les décaler par rapport à son niveau de préparation et tout. C'est vraiment une ouverture et une présentation que j'ai beaucoup appréciée là. Merci. Et c'est très intéressant de voir que tous les phénomènes scientifiques que tu décris, donc l'adrénaline, etc., peuvent être quand même compensés par quelque chose de parallèle comme la méditation, etc. Alors on pourrait se dire que tout ce qui est extérieur n'a pas grande emprise sur le physique. Et moi, j'ai une petite astuce, alors que j'ai découvert un peu plus tard et que mon pote aurait pu me dire avant, parce que ce fameux trail, je l'ai couru avec un ami qui, lui, a fait le 80 km. Et bon, il m'a donné l'astuce vers avril. Et il m'a dit, quand tu as fini ta séance, bon, tu te poses un petit peu et tu prends une douche fraîche pour faire baisser la température du corps. Et j'avoue, alors peut-être que mon cerveau a joué aussi un petit peu là-dessus. Mais j'avoue, parce que je sais que la température corporelle qui est élevée empêche un endormissement, on est d'accord, Morgane. Et j'avoue que cette petite astuce de terminer la séance, voilà, tranquillement, de faire une petite douche fraîche et une petite respi. Alors moi, je pratique la cohérence cardiaque aussi, tu en parlais. Mais ça m'a beaucoup aidé à arriver plus vite dans le sommeil à la suite des longs entraînements. On a parlé donc de la quantité de sommeil, à savoir effectivement une moyenne de 8 heures par nuit. Ceux qui pensent dormir moins, en général, pouvoir dormir moins et que c'est leur besoin se trompent. Oui, le corps comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai bien aimé ce que tu as dit, le corps à un moment donné te rattrape. Ah oui. De toute façon, c'est une fatalité. Hein. Si tu ne fais pas ce dont ton corps a besoin, un jour ou l'autre, il te rattrapera. C'est irrémédiable. Ouais. Donc, on a parlé donc de la quantité, on a parlé de la qualité du sommeil, et en fait, ce qu'il faut après, c'est la bonne gestion des synchroniseurs du rythme circadien. On a parlé de la lumière, là, à l'instant, on parlait de la température corporelle, on peut parler de l'alimentation, on a parlé de toute la gestion psychologique avec la relaxation. Et en fait, moi, j'essaye de travailler tout cet ensemble. Donc, chez un sportif qui n'arrive pas à avoir suffisamment d'heures de sommeil, comme c'est ton cas, ce que tu disais au début, déjà, premièrement, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que j'inciterais à avoir le plus possible des horaires stables de sommeil. Ça, c'est vraiment un point absolument capital. C'est celui de s'endormir et de se réveiller autant que possible à des horaires proches, en admettant une variabilité de plus ou moins 1 heure. C'est-à-dire que je m'endors à 22 heures tous les jours ou à 23 heures tous les jours. Et je me lève à 7 heures tous les jours, le week-end, le jour d'anniversaire, les vacances, tout le temps. Parce que ce qui permet justement de ne pas avoir ces niveaux de fatigue et de favoriser une bonne qualité de sommeil, c'est d'avoir une horloge biologique stable. Quand on se couche un jour à 22 heures, l'autre jour à 3 heures, le jour d'après à minuit, ensuite on compense parce qu'on est fatigué, on dort à 18 heures. On est en jet lag permanent, on est en décalage permanent, en décalage horaire. Et ça, c'est vraiment, s'il y avait une chose à retenir parmi tout le reste, c'est vraiment ça, et c'est quelque chose qui est trop souvent oublié. Et donc, la stratégie pour compenser un retard de sommeil lorsqu'on n'arrive pas vraiment à faire ça, dans ce cas, c'est de faire de la sieste. Voilà ce que je dirais déjà, premièrement, c'est de faire la sieste, la boucle exprès en vérité. Bah, c'est super, là, très, très, très bien. Et alors, là, actuellement, là, depuis deux jours, je suis avec la production Saint-Georges, d'accord ?
j'ai un rythme d'esclavage. C'est-à-dire qu'on s'est couché 2 nuits d'affilée à 2 heures du matin pour se réveiller aux alentours de 7h, 7h15 du matin. Donc on est bien entamé. Là, concrètement, tu me conseillerais sur les 2-3 jours à venir de diminuer les activités physiques un petit peu de manière à permettre au corps de récupérer et d'essayer de mieux dormir? Alors effectivement, moi je suis partisan du fait de ne pas cumuler les sources de stress pour le corps. L'activité physique est une source de stress, bénéfique certes, mais lorsque tu vas cumuler le manque de sommeil, que tu vas cumuler une potentielle déshydratation avec la chaleur actuelle, tu augmentes le risque de blessure, ce serait dommage. Après, pareil, c'est toujours la même chose, hein, pas être, je pense, moi à titre personnel, pas être dogmatique. Si tu as les journées bien remplies, eh bien, la place pour l'activité physique, voilà, elle attendra 2-3 jours. Je pense, moi, que effectivement, tu peux te passer quelques jours de l'activité physique à remettre après plutôt que de te blesser, c'est dommage. Voilà. Maintenant, quelqu'un dont c'est le quotidien, dont c'est toujours comme ça, non, on va essayer de compenser, on va essayer de toute façon, c'est toujours une optimisation de tous les paramètres que tu peux, tu les optimises. Et alors, j'ai reçu une question là parce que voilà, je suis en lien avec des jeunes étudiants que j'ai sollicités pour savoir ce qu'ils te poseraient comme question en tant que jeune étudiant, souvent décalé dans leur rythme circadien. Pourquoi, même quand tu te couches tôt et que tu fais attention, tu te réveilles avec une sensation de fatigue? Ça, c'est une question qu'on m'a envoyée. C'est ce qu'on appelle l'inertie de sommeil. L'inertie de sommeil, c'est que en fait, tu ne peux pas te réveiller en passant d'un stade de sommeil à un stade de réveil en un claquement de doigts. Il y a toujours une période de latence. Mais cette période de latence est d'autant plus importante que tu sors de phases plus profondes de sommeil, comme le sommeil paradoxal. Et ce sommeil paradoxal, le cerveau va essayer de l'augmenter autant que possible au détriment du sommeil léger lorsque tu n'as pas des horaires de sommeil suffisamment stables. C'est-à-dire qu'il va mettre plutôt entre parenthèses le sommeil léger pour favoriser ce qui récupère le plus, si je me permets d'abuser de langage comme ça. Et voilà. Quand tu sors du sommeil paradoxal pour arriver au sommeil à l'état d'éveil, l'inertie de sommeil est plus longue. Donc, si tu favorises des horaires de sommeil stables encore, tu diminues ça. Et pour diminuer l'inertie de sommeil, ça peut fonctionner de la même manière lorsqu'on sort d'une sieste et qu'on est un peu dans le gaz. Il faut faire une activité physique légère, donc par exemple la marche, et s'exposer au soleil. Ce sont deux facteurs qui permettent de diminuer justement l'inertie de sommeil. Et l'autre chose, c'est d'avoir un réveil qui soit plus en douceur. Moi, j'ai un réveil qu'on appelle simulateur d'aube. C'est un réveil qui va diffuser une lumière petit à petit et qui remplace en fait qui simule l'aube, le fait que le soleil se lève. Et ça permet un réveil plus en douceur que l'alarme qui brutalement sort du sommeil. Là, j'étais très attentif là parce que effectivement la sieste, par exemple, bon, moi j'aime beaucoup la sieste, c'est certainement mon activité préférée. Mais chaque fois que je me réveille de la sieste, je suis, comme tu viens de le dire, complètement gazé. Mais ça fait partie de la récupération. Il faut accepter ce gazage, entre guillemets, pour après progressivement revenir à un état normal. Oui, tout à fait. Alors après, il y a la durée de la sieste qui est importante. Hein. C'est-à-dire que si tu fais 3/4 d'heure de sieste, tu vas arriver forcément dans des stades profonds de sommeil dont la sortie sera plus difficile que si tu restes dans des stades plus légers de sommeil. C'est pour ça qu'on dit classiquement que la sieste, il faut qu'elle dure 20-30 minutes. D'accord. Oui, Elodie, pardon. Non, c'est ça. En fait, il y a des week-ends où je dis à tout le monde, bon, je vais faire une petite sieste, je reviens, puis je reviens 2h30 après, quoi. Et j'arrive pas à faire plus petit. C'est normal. Je repars. C'est normal. Quand tu fais une sieste longue d'1 heure, 1h30, quand tu sors, tu es explosé. Alors, quand tu fais une demi-heure de sieste, c'est pas le cas. Il y a des cas de figure pour la sieste longue, mais c'est pas ce qu'on peut recommander à tout le monde. Il faudrait plutôt une sieste en début d'après-midi qui dure 20 à 30 minutes. Et plus on la fait, plus elle sera récupératrice, plus on arrivera à s'endormir par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, la sieste longue là, de l'après-midi de 1h15, 1h30, en termes de, même si on se réveille dans le gaz, en termes de récupération physiologique, elle est efficace quand même? Alors, cette sieste longue, elle permet d'avoir tous les stades de sommeil. Vous savez qu'il y a un cycle de sommeil qui comprend toutes les phases.
on fait un peu grossièrement, mais bon, c'est pour simplifier, qu'on prend, donc ça dure 90 à 120 minutes, donc 1h30 à 2 heures. Donc lorsqu'on fait 1h30 de sommeil, on a toutes les phases de sommeil et donc on a tout le potentiel de récupération là-dedans, même si la sortie est plus compliquée. Mais ça, entre guillemets, ça consomme du sommeil sur la nuit suivante. C'est pour ça qu'on ne peut pas conseiller le fait de faire une sieste longue à tout le monde. Parce que si on fait 1h30 de sommeil et qu'on sort à 16h, 17h du sommeil, de sa sieste, le soir venu, on aura plus de mal à s'endormir. La sieste longue, elle peut être conseillée pour 2 cas de figure. Premièrement, c'est récupérer d'une restriction aiguë de sommeil. Et la deuxième, c'est pour se préparer à une restriction aiguë de sommeil. Moi, lorsque j'ai des gardes la nuit, des gardes que je vais avoir donc toute la nuit à l'hôpital, je fais une sieste longue avant d'aller la faire, parce que sinon, en fait, je sais que je serai dans le je vais avoir beaucoup plus difficile, et ça me permet de m'y préparer au mieux. D'accord. Donc bon, voilà, une sieste, c'est 20-30 minutes. C'est ce que tu conseilles dans le cadre d'une activité normale. Tout à fait. C'est ce qui fait le mieux en termes de récupération, de diminution de maladies comme maladies cardiovasculaires et de regain d'énergie. C'est le meilleur compromis. Et de praticité, évidemment. Et toi, pardon, excuse-moi, Gérald. Vas-y, Elodie. Non, ça me fait penser aux sportifs de haut niveau voile, qui font des siestes flash pour tenir. J'ai toujours trouvé ça hyper impressionnant, et en fait, ce dont je me suis rendu compte pendant mes quelques années de manque de sommeil, parce que mes petites filles se réveillaient la nuit, je me rendais compte en fait que plus le sommeil était assuré, plus je tombais vite dedans. Et plus il était réparateur. Je m'explique mal peut-être, mais un peu comme ces marins qui dorment 30 minutes, 40 minutes, mais qui dorment suffisamment bien pour pouvoir enchaîner un peu plus après. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, ou est-ce que ces siestes flash là, ces petits moments, alors je ne sais pas si le mot sieste est bien approprié. Ouais, mais est-ce que je m'exprime pas? Mais il l'appelle comme ça. Il l'appelle bien la sieste flash, hein, c'est ça, hein? Ouais. En fait, tu décris ce qu'on appelle le sommeil polyphasique. Voilà. C'est-à-dire le fait d'avoir différents moments où on va avoir du sommeil. Ce sommeil polyphasique, effectivement, on le retrouve chez les marins, comme tu l'as dit, et aussi, tu me confirmeras, Gérald, chez les militaires, dans les missions où on ne peut pas avoir ces 8 heures de sommeil devant soi et où il faut optimiser autant que possible la récupération. En fait, on essaye n'importe où, n'importe quand, dès que c'est possible, de fermer un peu les yeux. Voilà, c'est toujours ça de prix. Effectivement. Mais en fait, ce sommeil polyphasique, il peut être recommandé pour essayer de gagner autant que possible de l'énergie, de grappiller à droite à gauche, mais il ne peut pas être recommandé à tout le monde. Parce que comme tu l'as dit, en fait, pourquoi est-ce que le sommeil est en apparence plus récupérateur? C'est parce que c'est en vérité un mode qui t'épuise. Tu ne peux pas faire ça au long terme. Et du coup, à chaque fois que tu vas tomber dans le sommeil, le corps fait tout ce qu'il peut pour rattraper le manque de sommeil qu'il a. Et c'est quelque chose qui revient un petit peu à la mode, ce sommeil polyphasique. Moi, je parle beaucoup avec les entrepreneurs qui pensent que, en fait, dormir, c'est une manque de temps. Je dormirai quand je serai mort. Voilà. Non, en fait, c'est pas une bonne idée. Au contraire, nous sommes génétiquement programmés pour avoir un sommeil biphasique. Ça veut dire un sommeil de nuit et un sommeil de sieste en début d'après-midi. Alors, si on a besoin de sieste, en vérité, c'est parce que la température corporelle diminue en début d'après-midi. Elle monte toute la journée. En début d'après-midi, elle redescend pendant un petit moment, ce qui se traduit par le baisse de vigilance, qui est évidemment accompagné par le fait qu'on mange. Puis ça remonte jusqu'au moment où elle rediminue en début de nuit. Mais le sommeil polyphasique détruit la santé à long terme. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut recommander. Putain, c'est vraiment super là, tout ce que tu précises là. Vraiment très important, parce que effectivement, beaucoup de gens pensent que le sommeil, c'est un accessoire, que ce n'est pas nécessairement utile. Mais ça résume la phrase que j'ai bien aimée, que tu as dit au départ, c'est qu'à un moment donné, le corps te rattrape. Tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, tu es programmé pour ne pas manger de trop. Tu manges de trop, tu vas tomber malade, tu vas devenir obèse, diabétique. Tu ne veux pas dormir parce que tu es programmé pour dormir entre 7 et 9 heures, peut-être plus, lorsque tu as vraiment une activité physique soutenue. Tu ne veux pas le faire, tu tomberas malade. Même si tu ne tombes pas malade, tu vas vieillir plus vite. Tu auras des traits de quelqu'un qui vieillit plus vite. Tu vas te fatiguer plus.
Et C'est valable pour absolument tout. alors, j'aurais une question, bon, c'est certainement une fourchette de temps, mais que des clients peuvent te poser. Voilà, comme tu as dit tout à l'heure, des chefs d'entreprise qui disent ben, je dormirai quand je serai mort, etc. Pour un individu qui a trop tiré sur la corde, au niveau sommeil, au niveau sport, etc., lui, tu vas lui conseiller, donc s'il vient de voir, bon, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau et tout, il faut me retaper. Lui, tu vas lui conseiller bien sûr une phase de repos, donc en activité modérée avec une phase de sommeil, comme tu l'as précisé avant. Et pour qu'il revienne à un état, à un niveau normal, optimal, disons normal, ce serait sur une tranche de temps de combien? En semaine ou en mois? Ça dépend des Tout gens? dépend du cas de figure, en vérité. Tout dépend du cas de figure. La personne épuisée qui vient parce qu'elle a un épuisement moral, physique, parce que de toute façon, l'épuisement physique finit à un moment ou à un autre par se solder par un épuisement moral, Très un bien, épuisement c'est lié. physique. Voilà, je te remercie de dire ça, parce que moi, je le dis souvent, le physique et le psychologique sont étroitement liés. L'un emmène l'autre, mais l'un peut faire descendre l'autre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, dans ce cas de figure, moi, lorsque je suis en consultation médicale, si j'estime que c'est nécessaire, les personnes, je les arrête proportionnellement à ce que je pense être juste pour eux. C'est-à-dire que quelqu'un qui, j'en ai, hein, il y a des gens qui viennent au bout de cette dure depuis une semaine, ils viennent pour être arrêtés. Bon, si je suis gentil, je vais leur donner 1 ou 2 jours. Quelqu'un qui vient, qui a tiré sur la corde pendant 6 mois, il y en a, hein, ils veulent pas, pour eux, c'est de la faiblesse. De se reposer, c'est de la faiblesse. Eux, effectivement, ils arrivent, ils sont dans un état catastrophique, je vais les arrêter plus longtemps. Des fois, on peut même arrêter des gens pendant 1 mois. Ça paraît énorme, mais il faut à un moment donné que le corps récupère lorsqu'on ne lui a pas permis. Je fais un parallèle avec ceux qui font des sports de haute intensité, que ce soit le trail, que ce soit les sports de combat, que ce soit la musculation. Il y a un moment où on a un épuisement nerveux. Et la seule stratégie pour récupérer de cet épuisement nerveux, c'est l'arrêt de l'activité sportive pendant un petit moment, c'est-à-dire pendant quelques jours, 1 semaine, dans certains cas 2 semaines. Et après, on reprend de plus belle, tout simplement. Donc, c'est proportionnel à la situation, en vérité, ce temps de récupération. Et ce temps de récupération, il ne doit pas juste être fait à rien faire chez soi. Au contraire, il doit permettre d'optimiser justement son hygiène de vie. Et donc, je ne vais pas forcément conseiller à quelqu'un de dormir plus que ce qu'il va faire habituellement, mais au contraire, de réussir à déterminer quels sont ses réels besoins de sommeil et de s'y tenir. Et donc, dans l'arrêt des activités, est-ce que l'individu il faut qu'il arrête tout totalement ou il peut faire des activités à bien diminuer au niveau intensité et garder un petit entretien ou tu conseilles l'arrêt total? Les cas où l'arrêt total d'absolument tout figure, pour moi, non. Pour moi, je pense qu'il n'y en a pas. Je n'ai jamais conseillé à personne de tout arrêter, à moins d'être à l'article de la mort, hein. Mais non, effectivement, même pour quelqu'un qui aura un épuisement moral, n'arrête pas l'activité physique. Si tu arrêtes, le sport a montré un potentiel antidépresseur plus important que les antidépresseurs dans les dépressions légères à modérées. Donc, si on arrête l'activité physique, on ne lui rend pas service, en vérité, si on lui conseille ça. Mais effectivement, quelqu'un qui vient, notamment l'addict au sport, la personne qui est typiquement le pratiquant de musculation qui pense que s'il saute un entraînement, ses muscles vont tomber en poussière. Non, tu arrêtes quelques jours ou tu diminues ton activité, l'intensité de ton entraînement. Plutôt que de t'entraîner à ta charge habituelle, tu vas t'entraîner à 50% de ta charge jusqu'au moment où tu vas te sentir mieux. Moi je le sens, hein, de toute façon, et lorsque, au bout de tous les 5-6 mois, je sens que j'ai une fatigue tout le temps. Pourtant, j'ai rien changé à mon activité physique, j'ai rien changé à mon mode de vie, j'ai rien changé à mon sommeil, mais je suis explosé. J'arrête le sport quelques jours, je reprends les jours suivants doucement, et en fait, ça va mieux. Voilà, ça y est, je suis guéri. Le repos m'a permis de me guérir, tout simplement. Moi, ça a été mon cas à plusieurs reprises, hein. J'étais tombé en surentraînement par le fait de l'activité professionnelle, de l'activité sportive personnelle, par le sommeil pas de qualité ou pas suffisant. Et justement, les conseils, c'était ça, diminuer les activités. Mais bien souvent, comme tu l'as souligné, on ne veut pas parce qu'on s'imagine que les performances vont descendre, qu'on ne va plus être capable de tenir le même niveau. Et donc, on rentre encore plus là-dedans et ça devient une addiction, effectivement. Ouais, non, mais il y a plein de cas de personnes qui, au contraire, donc, elles finissent par s'y tenir
Et je dis n'importe quoi en termes de répétition à tant de kilos sur un exercice. Elles n'y arrivaient pas avant, elles se reposent et lorsqu'elles reviennent, elles arrivent à le faire. Parce qu'elles ont récupéré et elles ont permis justement cette récupération a permis non pas d'augmenter miraculeusement le niveau de force, mais de récupérer son plein niveau d'énergie qui permet d'accomplir ce qui n'était pas possible avant de par le niveau de fatigue. Bah écoute, j'ai vraiment beaucoup apprécié ton point de vue et ta philosophie, ce que tu annonces. Et tu as gagné un client en plus, je viendrai chez toi. Là. Quand tu veux. Il faut dire patient, Gérald. Pardon ? Il faut dire patient, je crois, pour les médecins. Impatient, pardon, désolé. Impatient, oui. Et toi, Christophe, là, donc les phases de sommeil pour les enfants que tu as, tu conseilles aux parents justement des éléments par rapport au sommeil ? Eh bien, dans ce que Morgane a dit, je conseillais déjà la régularité de l'horaire de coucher, mais j'avais pas forcément les autres éléments. Et notamment, je me demandais, Morgane, tu parlais de la relaxation tout à l'heure, Pierre aussi, mais il faut quand même enfin, j'imagine, parce que je suis pas forcément très pratiquant de tout ça, mais il faut forcément une certaine maturité, j'imagine, pour ce genre de pratique. Et du coup, est-ce qu'il y a des variantes de relaxation que tu conseillerais pour des enfants de 10 ans en gros ? Je ne dirais pas qu'il y a des variations, il y a des adaptations plutôt. Effectivement, il y a des adaptations qui sont faites pour leur âge. Tu sais, il y a des manuels, alors je ne l'ai plus, je pense que vous le connaissez mieux que moi, mais il y a des manuels d'apprentissage de la méditation pour les enfants. Moi, j'en ai une. C'est calme et attentif comme une grenouille. Comme une grenouille, Voilà. ouais. Il est top, il est vraiment C'est très super. utilisé dans les écoles aussi. Et il y avait un des élèves de ma classe qui était assez énergique, on va dire, et qui était allé temporairement dans la classe d'une collègue et qui justement faisait relaxation. C'était des élèves un petit peu plus jeunes. Et à la récréation, ma collègue vient me voir, je lui demande si ça s'est bien passé avec l'élève en question, et elle me dit, ouais, on a fait méditation, et il s'est endormi directement. Donc comme quoi, ouais, c'est vrai que ça marche aussi. Ouais, tout à fait. Bah, écoutez, je pense qu'on a vraiment souligné tout ce qu'il y avait à décrypter sur le sommeil. Hein. Je pense que toutes les phases ont été analysées. Morgane, merci beaucoup de ton analyse, surtout de ton expérience qui est vraiment très concrète par rapport à ta profession. Hein, donc c'est vraiment essentiel. Pierre, tous les exercices que tu proposes, c'est bien évidemment une ouverture vers un meilleur sommeil de qualité. Hein, puisque, comme il a dit Morgane, l'un ne va pas sans l'autre. Et on a eu le rajout de l'expérience d'Élodie, qui est maintenant une trailleuse de compétition. J'ai la pression, il faut que je continue maintenant. Tu peux te lancer dans la traversée de la Manche à la nage. Alors, c'est un autre domaine, ça. Ça peut être beaucoup moins performante, je pense. Avec des micro-siestes. Ah ouais, mais avec des micro-siestes. Ah, puis là, c'est des sacrés entraînements aussi. Hein. Il y a une chose que tu as amené en tout début de discussion, Gérald, c'est des habiletés mentales qui sont absolument à protéger et à favoriser, c'est-à-dire l'attention, la concentration, la lucidité, tu parlais de ça. Voilà, tout ce dont on vient de parler va permettre, quel que soit l'individu, son métier, son environnement, d'être capable d'améliorer ces points dans sa vie, parce que l'attention, la concentration, qui ne sont pas du tout les mêmes choses, hein, il faut savoir faire la distinction entre ces deux choses-là, favorise la lucidité. Et c'est vrai que le manque de sommeil peut parfois te faire louper des occasions de qualité, et c'est agréable. Éviter un accident, éviter une colère, éviter un mauvais comportement, c'est souvent le résultat d'un manque de sommeil ou et ça tient à peu de choses en fait. Donc, je crois qu'on a bien fait de parler de tout ça en effet. Ah, c'était vraiment très très intéressant. Moi, en plus, comme je l'ai précisé en début, hein, moi je suis un candidat à problème, hein, puisque je manque de sommeil, j'ai une suractivité, j'ai toujours un problème physique. Donc, Morgane, je serai un super patient. Hein. Écoutez, c'était vraiment très intéressant. Je vous remercie de cette intervention
parce que c'est vraiment du haut niveau. Comme vous voyez, je suis avec la production Saint-Georges, donc je suis attendu sur une autre activité. Morgane, je ne veux pas encore beaucoup dormir. Tu me conseilles de me reposer 48 à 72 heures avant de reprendre le sport? Oui, tu peux prendre cette période. De toute façon, il faut écouter son corps. Tu écoutes ton corps et il te donnera la réponse. Très bonne métaphore encore. Écoutez, je vous remercie à tous. Une petite pensée pour Manon qui interviendra plus tard. Et on se dit à très vite pour un prochain rendez-vous. Et Pierre, félicitations encore pour cette équipe de très haute volée. Et merci Morgane d'avoir rejoint cette aventure. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Allez, Merci Gérald. bonne fin de dimanche et à bientôt. À À bientôt.